à Baguette Records, et dans ce deuxième épisode du top 5 des rockstars criminels, vidéo dans laquelle on se pose plein de questions existentielles. Donc si tu n'as pas vu la première vidéo, qui est sortie hier, je t'invite à aller la regarder. J'ai mis un lien dans fiche là-haut. Oui non, parce que sans ça, ça n'aura aucun sens. Maintenant qu'on est entre aficionados, on peut repartir aux États-Unis, non pas pour parler de gangsta rap, mais pour parler cette fois de hippie. Et pas n'importe lequel, celui qui a mis un terme à la période euphorique de l'acide et des fleurs. Look at your game, girl. Look at your game, girl. What a mad delusion. Living in that confusion. Notre petite histoire débute en 1934 dans l'Ohio, où une jeune américaine de 16 ans du nom de Kathleen Maddox va mettre au monde le petit Charles Manson, qui va être élevé dans un premier temps par une mère qui va se prostituer, plonger dans l'alcoolisme et être emprisonnée pour une tentative de vol à main armée alors que Charles n'est âgé que de 5 ans. Oui, cette histoire commence bien. Et croyez-moi, c'est un conte de fées par rapport à ce qui arrive. Manson va donc être recueilli par son oncle et sa tante qui vont allègrement le battre et lui apprendre toutes les valeurs d'extrême droite qui vont bien. C'est alors entre 5 et 8 ans qu'il va commettre son premier crime sous l'influence de son oncle, foutre le feu à son école. Voilà, donc toi, ton souci principal à 7 ans en tant que petit capitaliste en herbe, c'était de récupérer un maximum de billes dans la cour. Lui, il détestait tellement le système, déjà à cet âge-là, il était suffisamment déterminé et cinglé pour faire flamber un bâtiment scolaire. À la sortie de prison de sa mère en 1942, Charles Manson a 8 ans et va donc voyager avec sa mère sur une bonne partie de la côte ouest, en fonction des amants de sa génitrice sur le moment, et en profitera pour faire un peu tous les trucs que les jeunes, ils font à son âge. Comme braquer des magasins, voler des voitures, rentrer par effraction dans des boutiques, et tout ça à seulement 13 ans. La jeunesse, c'est plus ce que c'était. Histoire de se débarrasser de ce jeune délinquant, sa mère va l'envoyer dans une école catholique pour garçons turbulents dans l'Indiana. Et il ne va pas du tout calmer son comportement, et s'enfuir à plusieurs reprises et aller de centre de redressement en centre de redressement plus strict, où il dit avoir été violé et battu. Et avoir violé et battu à plusieurs reprises jusqu'à ses 19 ans. Là-dessus, il a été relativement libre pendant 2 ans, où il en a profité pour s'entraîner au proxénétisme, se marier et se la jouer Bonnie and Clyde en partant avec sa bien-aimée alors enceinte pour Los Angeles en volant une voiture. Ce qui lui a finalement valu son premier voyage en vraie prison en 1956, où il apprendra à jouer de la guitare et dont il ne sortira qu'en 1967 à l'âge de 34 ans. Le gars a juste passé sa vie entière en prison, et à sa sortie, il part pour San Francisco et se retrouve en plein milieu de la période hippie, entouré par des mecs défoncés à l'acide et qui cherchent à faire des voyages transcendantaux. Ça tourne mal. Et avant même la fin de l'année, pendant le fameux Summer of Love, Manson s'est déjà transformé en un véritable gourou, vivant dans des squats avec ses 18 femmes comme un bon polygame qui se respecte, où il va créer une sorte de nouvelle religion mixant de la scientologie, du catholicisme et du satanisme, où il se positionne en réincarnation du Christ. La petite tribu, vivant de la prostitution de ses membres, de divers larcins comme des braquages de magasins ou d'autres trucs super trop bien. Il y a toute une légende autour de Manson à cette époque. On raconte qu'il avait un talent de manipulation incroyable et pouvait influencer n'importe qui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Manson, complètement fan des Beatles, rêvait de devenir musicien et d'enregistrer sa musique. Son objectif principal étant d'enregistrer ses chansons coûte que coûte pour devenir plus grand que les Beatles. Il envoya donc 2 de ses pouliches draguer un dénommé Dennis Wilson, nul autre que le batteur des Beach Boys, qui devint un ami du gourou et ensemble ils passèrent du temps dans le harem de Charles à chanter et jouer de la musique au milieu des femmes complètement à leur service. Toute misogynie et machisme mis à part, ça avait l'air plutôt cool quand on le dit comme ça. Le plan de Manson va donc porter ses fruits puisque Wilson va finalement le présenter au gratin du milieu artistique, à des producteurs, des réalisateurs, ce qui va lui permettre d'enregistrer certains de ses titres. L'un d'eux étant même repris et enregistré par les Beach Boys, Cease to Exist sous le titre Never Learn Not to Love. And I see, never had a lesson I ever learned, and I know I could never learn not to love you.
L'appartement que la secte occupe sur le Sunset Boulevard devenant trop étroit, la désormais dénommée Manson Family déménage finalement dans un ranch plus à la campagne où Manson prostitue ses suivantes aux propriétaires pour payer le loyer. I did not break the law. Et là-bas, il va resserrer son étreinte sur les membres de la secte en utilisant des drogues et de la manipulation en leur expliquant sa grande théorie du helter-skelter. C'est-à-dire que les Noirs américains vont se rebeller dans peu de temps et prendre le contrôle des États-Unis. On est en plein dans l'effervescence des Black Panthers, donc l'ambiance en Californie à cette époque-là était en effet un peu tendue, comme on a pu le voir dans la première vidéo. Mais là, il faut suivre, parce qu'en effet, il était bien raciste. Le gars se balade pas avec une croix gammée sur le front pour rien, concrètement. Mais sa théorie va plus loin. Attention, accrochez-vous. Sa théorie, c'était que les Noirs américains prendraient donc le pouvoir et tueraient la plupart des Blancs, mais qu'une fois cela fait, ils se rendraient compte qu'ils ont un besoin vital des Blancs pour les diriger parce qu'ils ne sont en réalité pas capables de se débrouiller seuls. Le but de sa secte étant de survivre jusqu'à ce moment-là pour finalement prendre le pouvoir et diriger le monde. La preuve irréfutable de sa théorie étant que d'après lui, le titre Helter Skelter des Beatles annonce cet événement comme une sorte de prédiction musicale. Et oh, avant de vous moquer des hippies, pensez au fait que encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate et que c'est une conspiration de Raptor Jésus. Mais comme ce fameux soulèvement tardait à se lancer, il voulait donc enregistrer avec la Family un album qui annoncerait subtilement ce soulèvement et le déclencherait inconsciemment. Comme on pourrait presque le deviner, les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. Personne ne voulait enregistrer ces titres et durant l'été 69, Manson déclencha une confrontation avec des dealers noirs d'Hollywood, ce qui généra des tensions menant à des échanges de tirs. Et à partir de là, la violence n'a cessé d'augmenter. N'ayant absolument plus aucune thune et suite à une vente de drogue qui va mal tourner, ses suivants, donc Bobby Beausoleil, Mary Brunner et Susan Atkins, vont partir racketter un dealer d'acide du nom de Gary Inman chez lui, ce qui se transformera en une prise d'otage de 2 jours où Inman finira par mourir sous la torture après que Manson lui ait tranché le visage et coupé une oreille avec un katana. I don't get involved in violence. I'm not a violent human being. Et avant de quitter la scène du crime, ils vont tenter de maquiller la boucherie en écrivant sur les murs Political Piggy et en dessinant une patte de panthère pour faire porter le chapeau à l'organisation. Manson annonça qu'il fallait déclencher le soulèvement manuellement. Il envoya donc une nouvelle fois ses disciples, cette fois à l'ancienne maison d'un producteur qui avait refusé d'enregistrer le groupe précédemment, avec pour ordre de tuer tout le monde à l'intérieur. Ce qui résulta sur 6 morts, dont l'actrice Sharon Tate Polanski, alors enceinte de 8 mois. Bref, un véritable scénario de film d'horreur qui va se produire dans la réalité et au beau milieu des quartiers chics d'Hollywood. Et donc, ça va déclencher une paranoïa collective plutôt justifiée. La nuit suivante, Manson va amener 6 membres de la famille en voiture à la recherche d'une maison à attaquer. Et après avoir tourné pendant plusieurs heures, ils pénètrent dans la maison de Leno LaBianca où ils vont massacrer tout le monde, encore une fois en faisant preuve d'une extrême violence. Au final, Charles Manson et ses acolytes ne seront arrêtés pour leurs crimes qu'en décembre 1969, soit plus de 4 mois après ces massacres. Les États-Unis et le monde avec vont découvrir avec effroi cette affaire d'une violence dont on peine à l'époque à trouver des précédents. Manson va galvaniser et fasciner le monde autour de sa personnalité complètement dérangée, au cours d'un procès grotesque où l'emprise qu'il a sur ses disciples va être frappante. Le reste de la Manson Family non inculpée va d'ailleurs parvenir à enregistrer l'album de Manson après son emprisonnement. Et il mourra finalement à l'âge de 83 ans en prison, de vieillesse. Quoi, c'est tout? Attends, tu peux pas finir là-dessus. Manson, c'est un mec qui a un impact de fou sur la musique, jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui rend le personnage fascinant. Et bien au-delà des Beach Boys. L'exemple le plus connu étant Marilyn Manson, le groupe de métal industriel mené par Brian Hugh Warner, qui a fait l'objet de moult polémiques dans la presse de par son univers très particulier. Le nom avait en fait pour objectif d'évoquer le mélange parfait selon eux entre la grâce de Marilyn Monroe et la folie de Charles Manson. Ce qu'ils ont plutôt réussi à faire. Mais ce n'est pas un cas isolé, un autre groupe très connu doit son nom aux membres de la Manson Family qui a témoigné contre son leader pour se protéger légalement. Son nom? Linda Kasabian.
ça c'est bien gentil. Et si je vous disais qu'un morceau de Charles Manson avait été pressé et vendu à plus de 4 millions d'exemplaires à travers le monde, dont 200 000 vendus dès sa sortie. En effet, en 93, le groupe Guns N' Roses crée la polémique en dévoilant que son dernier album, The Spaghetti Incident, contient en fait un titre caché qui n'est autre que la reprise du titre Look at Your Game Girl de Charles Manson. Une mauvaise blague qui a été très mal reçue par les associations de victimes de la Manson Family, ce qu'on peut comprendre. Pour calmer le jeu, le groupe s'est finalement engagé à reverser les royalties de ce morceau à une association de protection environnementale. Et Geffen Records, pour conserver son image, décida de reverser ses parts à une association rassemblant des victimes de la Manson Family. Bref, encore aujourd'hui, le personnage fascine la scène musicale, et ce, bien au-delà de ses actes meurtriers. Merci Méloman. Vous pouvez retrouver un lien vers sa chaîne dans la description, c'est super cool. Par contre, les gars, si vous pouviez arrêter de pirater mes vidéos comme ça, juste demandez. Ce qui est sûr, c'est qu'il va fasciner la presse internationale. On va se retrouver avec des dizaines de documentaires. Et bien que condamné à perpétuité, il va réaliser des interviews très déstabilisantes qui relanceront la machine médiatique à chaque fois. Et sa personnalité dérangée continue encore aujourd'hui d'avoir une influence plutôt marquée. Pour sortir du monde de la musique, je pense notamment à Far Cry 5 là de suite, dont tout le scénario se base quand même sur une version très exagérée et extrapolée mais très proche de l'histoire de la Manson Family. Séparer l'œuvre de l'artiste, ça devient vraiment complexe. Parce que Manson a créé, composé ses titres directement dans le but de déclencher l'Helter Skelter. Il y a une démarche violente directement derrière ses musiques. Ce qui n'était pas le cas pour nos lauréats précédents. Donc oui, certains de ces titres, une fois sortis de leur contexte, peuvent présenter des mélodies entraînantes, attrayantes et tous ces arguments à la con. Mais une fois qu'on les remet dans ce dernier, faut quand même pas oublier qu'on est en train d'écouter le chant d'un espèce de taré complet qui pense nous chuchoter inconsciemment de déclencher une guerre civile quand même. Quand on apprécie vraiment une œuvre musicale, on peut en arriver à avoir une illusion de connexion presque intime avec l'auteur. Le truc, c'est qu'on vit à une époque où la personnalité des créateurs est de plus en plus importante et où les influenceurs ont clairement beaucoup de pouvoir sur les personnes qui les suivent. Alors, on peut réellement se demander, est-ce que écouter les affabulations d'un psychopathe comme Charles Manson, qui a eu une influence quand même suffisante à l'époque sur ses disciples pour qu'ils commettent des crimes juste super barbares, c'est quand même pas dangereux. Au-delà du fait que ce soit un peu morbide d'écouter ça pour se détendre. Mais après mes 4 exemples, il y en a encore parmi vous, peut-être à raison, qui vont me dire que ils arrivent toujours à faire la distinction entre les actes de l'artiste dans sa vie privée et son œuvre. Ou du moins qui peuvent toujours, ne serait-ce qu'intellectuellement, apprécier ses œuvres, parce qu'elles font réfléchir sur l'époque, sur le contexte d'enregistrement et sur l'impact qu'elles ont eu sur la société. Mais ma question de base, c'était est-ce qu'il y a un point de rupture, un moment où on peut simplement ne plus apprécier une œuvre, tellement le poids de l'artiste et de ses actes sont trop lourds derrière? Eh bien, je peux vous dire que s'il y a une frontière, on s'apprête à la franchir. Et bien comme il faut. J'espère que vous avez l'estomac accroché. L'histoire de Ian Watkins débute en 1977 au Pays de Galles où il va grandir dans une famille à première vue tout à fait normale et connaître une enfance et une adolescence des plus banales. À la différence près que Watkins grandit en étant fan de musique et à l'âge de 14 ans il décide de monter son premier groupe de thrash metal, Aftermath. Ce qui l'amènera après avoir obtenu une licence en design à créer le groupe de hardcore Public Disturbance en 1995 qui ne va sortir qu'un EP, 4-Way Tie Up en 1997. Mais tout ça, c'est pas très intéressant. C'est surtout avec son nouveau groupe en 1997, Lost Prophet, qu'il va réussir à percer dans la musique. Le premier album du groupe, The Fake Sound of Progress, va immédiatement attirer l'attention sur le groupe au Pays de Galles grâce à son premier single, Shinobi vs Dragon Ninja. Un album de nu metal très moyen et dénué d'une quelconque originalité. Des métalleux qui chantent comme des gonzesses et qui kiffent le Japon. En 2000, c'est vraiment du jamais vu. À vrai dire, l'instru de Shinobi vs Dragon Ninja, bien que basé sur un riff super simpliste, n'est pas trop dégueulasse. Mais ce qui est sûr, c'est que ce CD va être une réussite commerciale, surtout au Pays de Galles, et permettre au groupe de réembrayer après sa tournée de 3 ans avec un nouvel album, Start Something, en 2004. Et allié au producteur de Song for the Deaf de Kotsa, du groupe Good Charlotte, et surtout de Smash Mouth.
Cet album va permettre au groupe de se faire connaître internationalement. Concrètement, Lost Prophet va devenir l'un de ces groupes phase B qui ressemble suffisamment à un autre groupe bien meilleur, en l'occurrence Linkin Park, pour que son existence soit justifiée. En gros, c'est des bouche-trous. Admettons que t'as un festival et que tu veux faire venir les gosses de 11 ans et les pisseuses, mais que tu peux pas te payer Linkin Park. Fais venir Lost Prophet. Toujours est-il qu'ils vont tourner sur toute la planète, connaître un vrai succès et se forger une bonne fanbase. En 2006, ils sortent leur 3e album, Liberation Transmission, qui va principalement être porté par le titre Rooftops, qui est certainement leur plus gros succès. Mais putain, sérieusement, déjà, juste là, ça se voit qu'il y a un problème. Vous avez vu la gueule de ce type? Déjà, la musique est tellement mauvaise que ça fait du mal à tout le monde. Et je veux dire, putain, mais c'est quoi cette gueule? Blazer blanc, mèche des mots fragiles avec des couleurs, des putains de gants de fans de SM. Mais il aurait fallu l'arrêter tout de suite, bordel! Oui, parce que on rigole, mais je vous rappelle qu'on est dans une vidéo qui traite des pires sous-enculés que la musique rock ait connue, qui est de surcroît un top, et je vous jure que cette espèce de bâtard n'a pas du tout volé sa première place. À côté, Charles Manson, c'est un enfant de cœur. À vrai dire, j'ai hésité à parler de Ian Watkins, pour 2 raisons en fait. Déjà, j'ai pas envie de lui faire de la pub parce que c'est une sombre grosse merde. Deuxièmement, parce que ce qu'il a fait c'est tellement atroce que c'est assez chaud d'en parler dans une vidéo en réalité. Mais j'ai vraiment envie que vous compreniez le genre de personnage que c'est pour aller au bout de mon raisonnement. Dès 2007, après le succès de Liberation Transmission à l'âge de 30 ans, il va abuser sexuellement d'une jeune de 16 ans après un concert de Lost Prophet. Je vous passe les détails, mais on parle d'un acte sexuel extrême qu'il a en plus eu la merveilleuse idée de filmer. Et les mois qui vont suivre, il va réitérer l'expérience à plusieurs reprises, avoir plusieurs autres relations avec des jeunes fans de seulement 16 ans. Alors, d'un autre côté, c'est vrai que si t'as 16 ans et que tu veux coucher avec une rockstar qui a 15 ans de plus que toi, à l'arrière d'une scène miteuse, moi j'y vois pas vraiment d'inconvénient. Et si ça te dérange pas de faire des trucs sexuels un peu chelous comme te faire pisser dessus, ce qui est quand même un peu alarmant, j'ai envie de dire c'est ta vie. Comme il y a rien qui indique qu'il ait forcé ses filles à avoir des rapports avec lui, ma foi c'est pas la peine de s'offusquer pour ça. D'autant plus qu'on va avoir de quoi s'énerver dans pas longtemps. Bah oui, parce que le Watkins, les filles de 16 ans, ça commence à pas lui suffire. Il veut des filles plus jeunes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aux yeux du public, des journalistes, de la presse people, etc., c'est limite une anti-rockstar qui fait de la com sur le fait qu'il s'occupe de sa maman, qu'il est tout gentil. Il fait même visiter son appartement à des journalistes. Et c'est à ce moment-là que la femme dont le nom s'affiche sur l'écran et qui est absolument impossible à lire, va commencer à devenir une des petites amies de Watkins et à prendre par effroi plein de choses sur le chanteur. How his favourite video that he had was of a 14-year-old schoolgirl stripping off and saying her name and date of birth to the camera just before he took her virginity and just all the other vile things that he said he'd done to these fans. And he started saying that he wanted to get me pregnant just so that he could rape our daughter. Que du fun. Là-dessus, ça devient encore un peu plus chaud parce que Joan va suspecter le fait que Ian Watkins ait déjà commencé à abuser d'enfants encore plus jeunes et va le menacer d'aller le balancer à la police. Et là on sait pas trop comment, mais cette espèce de sous-humain va réussir à lui faire signer une clause de confidentialité. Bon, la meuf va aussi toucher 2000 livres sterling sur son compte bancaire pile à ce moment-là. Comme par hasard. En décembre 2008, elle prend son courage à deux mains et va voir la police et les services sociaux pour leur dire qu'il faut arrêter ce psychopathe au plus vite. Avec à l'appui une photo qu'il lui a envoyée d'une petite fille de 4 ans avec un rasoir à la main, se tenant à côté d'une ligne de cocaïne. Qu'a fait la police ? Absolument rien. Un an plus tard, cette chère Joan, de toute évidence un peu paumée et choquée par l'absence d'action, va reprendre contact avec Watkins. Et ils vont se rencontrer dans une chambre d'hôtel où, pour faire le malin sur le fait qu'il est intouchable, il va lui montrer une vidéo qu'il a sur son ordinateur où on peut voir une petite fille se faire violer. Et là encore, aucune réaction de la part de la police galloise, qui va pourtant en plus recevoir une notification de la part de la police londonienne qui va la prévenir qu'une autre personne anonyme à Londres accuse Watkins de pédophilie. Donc le gars de toute évidence totalement invulnérable passe les 9 prochains mois à se balader sur toute la terre avec son groupe et d'après les échanges qu'il a avec Joan, à abuser sexuellement de petites filles de 4-5 ans. Inutile de dire que la pauvre fille passe son temps à prévenir la police, mais qu'ils ne réagissent absolument pas. Et vous savez le pire ? Eh ben, ça peut encore empirer. Et ça va le faire, oui, à tous les niveaux. On arrive en 2012, et ça va devenir encore plus glauque. Parce qu'il faut vous poser une question quand on vous dit qu'une personne abuse d'enfants âgés de seulement 4 ans.
c'est où sont les parents, putain de bordel de merde? Et là, il y a deux solutions. Soit les enfants ont été enlevés, soit les parents sont complices. Là, on est dans le deuxième cas. Il va par exemple démarrer un échange morbide avec une jeune femme de 19 ans qui vient d'avoir un enfant alors âgé de 11 mois, échange dans lesquels ils vont imaginer ensemble tous les affreux actes sexuels qu'ils pourraient faire subir à ce pauvre petit. Comme par exemple mettre du GHB dans son biberon pour le violer, Et pour ceux qui se disent que cette femme est vraiment... J'ai même pas les mots. Il faut savoir qu'ils vont aussi faire des échanges par Skype où elle va elle-même abuser de son propre enfant pour faire plaisir à l'autre fils de pute. La police a eu accès à tous les échanges entre ces deux personnes et oui, c'est le pire que vous pouvez imaginer. Sauf que c'est pas la seule. En août 2012, il va aussi engager le même genre de relation avec une autre femme qui a une petite fille du même âge avec à peu près la même histoire. Mais voilà quoi, rien que les échanges qui sont disponibles sur le net sont atroces. Où Watkins dit par exemple qu'il veut la louer à des vieux et où il balance, elle doit savoir que maman et papa ne l'aiment pas, qu'elle est juste là pour nous faire jouir. Bref, je vais arrêter là pour les détails. La police va finalement l'arrêter, mais en décembre 2014. Tellement tard, 4 ans après la première accusation. Si vous lisez la retranscription du procès qui est disponible sur internet, vous verrez que le juge est moralement obligé d'alourdir la sentence, tellement sur les vidéos, parce que oui, et ce bâtard a eu la merveilleuse idée en plus de tout filmer, Watkins a l'air de prendre son pied. Mais est-ce qu'il y a une limite à cette logique? Peut-on réellement toujours apprécier intellectuellement ou de façon nihiliste une œuvre indépendamment des actions de son auteur? C'est vrai qu'approximativement personne ne se soucie du fait que Tolkien eût été un gros raciste de merde, parce que le Seigneur des Anneaux, c'est trop cool. Les films de Polanski sont toujours adulés par les critiques, malgré le fait que ce soit un sale pédophile. Mais la séparation entre l'œuvre et l'auteur dans le cinéma, c'est quelque chose de facilement compréhensible. Pour reprendre l'exemple filmique, pour faire un long métrage, il faut un réalisateur. Mais il y a aussi des acteurs, monteurs et énormément d'autres personnes dans le processus. On est pas mal éloigné de la base. Dans l'art pictural, j'ai tendance à considérer qu'on est là aussi encore assez éloigné. Et même si on se rapproche nettement plus de l'auteur sur des œuvres écrites, la proximité est vraiment plus critique en musique, notamment enregistrée. Le lien entre l'artiste et son auditeur est très ténu. Et oui, c'est l'artiste lui-même que l'on entend chanter ou jouer. C'est directement le son de sa voix qui vient chatouiller vos tympans. Alors en effet, dans le cas de Lost Prophet, c'est pas comme si ces titres essayaient de vous pousser à devenir des pédophiles ou en faisaient la propagande, même s'il y a des trucs un peu chelous dans sa discographie. Donc, techniquement, mettre à part l'artiste de son œuvre ne devrait pas être un problème. Mais un mec comme Watkins, c'est quand même le genre d'être vivant à qui on devrait retirer ses droits et lapider lentement sur la place publique pour faire du nettoyage génétique. Donc l'idée d'écouter la voix d'un malade pareil dans ta petite oreille, même dans un enregistrement antérieur au fait, pour moi ça relève de l'aberration. Bon, à vrai dire, le groupe est de base de toute façon très mauvais, donc on est déjà sur du mauvais goût. Ce qui était un move très malin de la part de Watkins, en faisant de la musique pour une fanbase au QI moyen de 52, il était sûr de pouvoir les influencer sans trop de difficultés. Mais d'un autre côté, la musique c'est un art qu'on peut particulièrement se réapproprier. Donc au final, est-ce que l'artiste on peut pas le faire disparaître, simplement en se réappropriant la musique? Ce qui m'amène à la question la plus cruciale de cette vidéo. Si Lost Prophet avait été un super groupe, vraiment un groupe level Beatles, Pink Floyd, est-ce que tu pourrais quand même apprécier sa musique? Sur cette note positive, ou pas, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous invite à discuter de tout ça en commentaire. Est-ce que pour vous, c'est toujours possible de faire la distinction et surtout pourquoi? Ou si vous connaissez d'autres artistes qui ont fait des trucs atroces, c'est le moment de les balancer en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager un maximum la vidéo si elle vous a plu, et vous pouvez retrouver dans la description des liens vers des sources, vers des infos supplémentaires et plein d'autres trucs. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Snapchat et sur baguetterecords.com où vous allez retrouver du contenu exclusif. Notamment des articles écrits, mais aussi les albums du moment tous les mois qui sont mis à jour sur les albums que vous pouvez écouter qui sont cool, et plein d'autres trucs super intéressants sur baguetterecords.com. J'espère que la vidéo vous a plu, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.
C'est parti. Look at your game, girl. What a mad delusion. Living in that confusion, frustration and doubt. Can you ever live without the game? Wow.